Donc on a deux talks, ça tourne tout autour de MongoDB. Le premier va être plus MongoDB par rapport à Postgres. Donc si vous voulez une base de données, vous vous demandez peut-être quelle base de données utiliser. Donc ça sera plus de voir ce qui ressemble ou ce qui ne l'est pas. Et la deuxième partie, ça va être plus par rapport au dev, de parler des bases de données en général, du modèle document, du modèle relationnel, surtout de la manière dont on développe les applications. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre, ça peut être très flexible. J'ai pas mal de slides, il y en a où je vais passer sûrement vite, mais le but, c'est aussi de répondre à vos questions dans tout ça. Pour faire court, donc moi, j'ai toujours travaillé sur les bases de données. En fait, j'ai travaillé énormément sur des bases de données SQL avant de venir chez MongoDB. Chez Mongo, je suis développeur advocate, donc le but, c'est de faire connaître ce que l'on peut faire, de quelle manière on peut le faire bien aussi. Donc il y a aussi du contenu éducatif pour ceux qui connaissent déjà MongoDB. Il y a du contenu plus pour faire de l'awareness pour ceux qui ne connaissent pas. Mais un autre but aussi du DevRel, c'est d'avoir du feedback, de savoir comment les gens l'utilisent, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le produit, dans la doc, etc. Donc le feedback, ça peut être maintenant avec vos questions, plus tard sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez n'importe quelle question autour de ces sujets. Et pour démarrer direct, on va commencer par certains mythes. Alors, le SQL et le NoSQL qui sont arrivés il y a un peu plus de 10 ans. Moi, j'étais dans le monde SQL à ce moment-là, donc j'ai aussi entendu parler du NoSQL. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de bases, mais tout ça a évolué beaucoup et les bases SQL ont évolué beaucoup. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que très souvent, les gens travaillent sur une base de données qu'ils connaissent bien et restent sur ce qu'ils ont entendu il y a pas mal d'années. C'est-à-dire que j'ai plein de collègues à MongoDB, ils connaissent aussi les bases SQL, mais d'il y a longtemps. Et il y a des gens qui travaillent sur des bases SQL et ils ont entendu parler de MongoDB il y a longtemps. Et moi, l'avantage d'avoir travaillé sur des bases SQL pendant longtemps et d'être venu à MongoDB, ça me permet de voir un petit peu l'état actuel et de voir qu'il y a un gap entre l'état actuel des deux bases de données et ce que les gens pensent que c'est au départ. Et donc j'ai recensé juste quelques mythes que je trouve les plus importants et que j'entends tous les jours. Le premier, c'est que le NoSQL, c'est pour faire du schema-less. C'est super pratique, on n'a pas besoin d'avoir un schéma, on met des données dans la base de données sans se poser de questions. En vérité, d'une part, il n'y a rien qui est vraiment schema-less, parce que si on met des données sans avoir une idée du schéma, on va avoir du mal à en faire quelque chose après. Et d'autre part, les bases de données SQL permettent aussi d'avoir plus de flexibilité au niveau du schéma. C'est-à-dire que sur une base de données SQL, on peut faire un schéma super normalisé, mais on peut avoir aussi plein de colonnes nulles juste parce qu'elles n'ont pas du sens tout le temps. On peut mettre du XML quand c'était la mode, du JSON maintenant, on peut mettre du binaire, donc finalement on peut faire aussi quelque chose sans déclarer un schéma sur une base SQL. Et inversement, sur MongoDB, le gros avantage, c'est qu'on peut démarrer une application sans déclarer le schéma avant en base de données. Ce qui est très différent de ne pas avoir de schéma. Si on démarre une application, on a déjà une idée du schéma, on a déclaré des objets dans notre application avant d'atteindre la base de données. Donc on a déjà un schéma, c'est juste qu'on n'a pas dit à la base de données, avant d'y mettre des données, c'est ça le schéma de ce que je vais mettre. Donc c'est très pratique pour démarrer les premières itérations, les premiers prototypes. On n'a pas besoin de déclarer, on peut itérer sur l'application et juste stocker là-dedans. Mais après, par la suite, il y a un schéma qui se stabilise au fur et à mesure de quelques itérations parce qu'on n'a pas envie non plus que toutes les données aient des structures différentes. Et sur MongoDB, on peut aussi déclarer le schéma en base de données. Déjà, quand on crée des index, on déclare une partie du schéma, c'est-à-dire qu'on crée un index sur des champs, tout comme on crée un index sur des colonnes dans des bases SQL. Déjà, si on nomme des champs, c'est qu'on a une idée du schéma. Et sur MongoDB, on a aussi le schema validation qui permet de faire valider par la base de données si on sait qu'on s'attend à avoir tel et tel champ qui sont obligatoires, tel champ qui a une valeur maximale, etc. On peut aussi le déclarer en base de données. Donc on peut le faire, c'est juste qu'on n'a pas besoin de le faire avant. Là où sur une base SQL, si on n'a pas déjà créé une table en disant quelle colonne il y a, on ne pourra rien y mettre dedans.
Donc il y a toujours un schéma dans tous les cas. La grosse différence, et c'est des points sur lesquels je vais revenir plusieurs fois, la grosse différence, c'est que le schéma, il commence dans l'application avant de commencer dans la base de données. Sur une base de données relationnelle, on peut commencer par modéliser les données avant même de se poser la question de ce qu'on aura comme application. Mais j'y reviendrai en comparant les documents, le modèle document au modèle relationnel. Mais surtout, un autre mythe, ou ce qu'on voit encore beaucoup, c'est ce type d'arbre de décision qui va vous dire quelle base de données utiliser par rapport au type de données lui-même. Et je m'aperçois en fait qu'il y a des gens derrière le poteau là-bas. Si vous voulez bouger, n'hésitez pas. Moi, je vais rester là en face de la caméra, donc si vous voulez me voir, vous pouvez bouger. Donc les arbres de décision qu'on trouve beaucoup sur Internet ou partout, c'est de se dire, en fonction du type de données, genre si on a du JSON, alors on le met dans MongoDB, mais si on a du time series, alors on le met dans timescale par exemple. Mais en fait, quand on regarde, là ce que j'ai encadré en vert, c'est des choses qu'on peut mettre en base de données MongoDB si on veut. Alors je ne sais pas où est mon pointeur, mais ça inclut aussi des données OLTP transactionnelles que traditionnellement on met dans des bases SQL. On peut aussi mettre ça dans des documents. Et donc pour dire que cet arbre de décision par rapport au type de données, à la structure de données, aujourd'hui c'est pas très vrai. Il y a des bases spécialisées, mais il y a aussi beaucoup de bases qui sont généralistes, où on peut travailler avec tout type de base de données. Donc au lieu de décider comme ça. Et aussi, ce que je vois beaucoup, c'est MongoDB utilisé comme clé-valeur seulement. Et les gens ne savent pas qu'ils peuvent mettre des choses un petit peu plus complexes. Et surtout, c'est même pas qu'on peut, c'est que c'est optimisé pour mettre des choses un peu plus complexes. Pour faire du clé-valeur, il y a plein de bases de données qui peuvent le faire. Donc, c'est vrai que ça ressemble à du clé-valeur, parce qu'on a des opérations crudes avec une clé. Mais sauf que la valeur, c'est pas juste une valeur, ça peut être un objet complexe. Ça peut être ce qu'on a dans l'application comme un graphe d'objets, par exemple. Donc on va voir plutôt quel arbre de décision appliquer quand on choisit une base de données, mais c'est pas par rapport au type de données statique. Ça va être vraiment comment est-ce qu'on manipule les données. Et ça va être vraiment comment est-ce qu'on construit notre application. Moi, quand j'ai commencé sur les bases de données relationnelles, on faisait le modèle de données avant même de penser à l'application. Et c'est l'idée de normaliser. C'est que quand on normalise, l'application ne va pas déterminer comment est-ce qu'on va stocker les données dans la base de données. On normalise par rapport aux données. On a un client, c'est une personne, donc on a une table de personnes. Et la même table de personnes, elle peut être utilisée pour les clients ou pour les fournisseurs, etc. Et ensuite, il y a des applis qui vont travailler sur des clients, qui vont travailler sur des fournisseurs, mais indépendants. Sauf qu'aujourd'hui, on va très souvent faire l'inverse. On va commencer par une application pour itérer, pour faire des prototypes, pour avoir un feedback rapide des utilisateurs, et puis après, persister ça. Donc c'est plutôt ça qui va changer. Mais je continue sur les mythes. Alors on voit énormément du MongoDB, c'est pas fait pour les transactions, c'est pas des transactions consistantes, ou alors les transactions sont lentes. Et alors ça vient de deux choses. En premier, d'une incompréhension, mais ça je vais revenir sur le modèle document. L'incompréhension, c'est que sur le modèle relationnel, on a forcément des transactions qui vont toucher à plein de tables parce qu'on les a normalisées. Alors que dans un modèle document, notre but, c'est que la transaction métier, ça soit un seul document. Donc on a toujours des transactions, mais on ne les voit pas. On n'a pas besoin de dire je démarre une transaction, j'écris un document, je commit ma transaction, parce que de toute façon, c'est un seul document, donc on envoie un document. Donc la transaction, on ne la voit pas. Et on peut aussi, sur MongoDB, faire des transactions explicites, si elles touchent plusieurs documents. C'est arrivé plus tard, mais c'est quand même arrivé il y a pas mal d'années. Mais quand c'est arrivé, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont testé pour comparer avec les bases de données relationnelles. Et par exemple, EnterpriseDB, qui est une boîte qui fait du support Postgres, qui a voulu comparer. Et en fait, c'est super intéressant parce que même s'il y a les transactions, qui en soi sont de manière logique identiques, avec les propriétés acides, etc.,
elle fonctionne de manière différente parce que Postgres est plutôt en verrou pessimiste, alors que MongoDB est plutôt en verrou optimiste. Et les deux sont OK, mais on travaille différemment vu de l'application. En fait, ce qu'ils ont fait, je passe direct là-dessus, ils ont bien compris que c'était du verrou optimiste, et donc que quand on fait une transaction où il y a un conflit d'écriture, on peut recevoir une erreur qui dit il y a un conflit et l'application doit le rejouer. Là où sur Postgres, on est en attente. Donc on est en attente de la résolution du conflit, donc il n'y a pas besoin de faire ce retry. Et donc ils ont implémenté ce type de retry, juste une boucle, je reçois l'erreur, je le refais. Or, quand on est en verrou optimiste, quand on fait ce retry, en général on attend. Et on attend de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'on compte sur le fait que le verrou ne dure pas longtemps, donc on réessaie une ou deux fois, mais si le verrou est toujours là, on va attendre 10 millisecondes et puis rejouer, et puis ensuite on va attendre 50 millisecondes et puis rejouer. C'est un exponential back-off. Donc quand ils ont fait leur boucle, là, en faisant en plus un workload qui vraiment fait exprès de taper sur des verrous, parce qu'il y avait un enregistrement commun dans tout ce qu'ils ont fait, ils se retrouvent à faire du deny of service sur la base de données, je réessaie. Et forcément, c'est plus long. Mais c'est pas plus long parce que les transactions sont plus lentes, c'est plus long parce que les transactions fonctionnent différemment, et du coup, vu de l'application, il faut le faire différemment. Par contre, ce qui persiste, c'est cette idée que les transactions marchent pas bien. Après, ça vient aussi, vu que MongoDB conseille un data model où une transaction métier est un seul document, on va trouver dans la doc, on ne conseille pas de faire des transactions explicites, ou c'est toujours moins bien. Et du coup, vient vite l'idée de se dire, mais s'ils ne conseillent pas, c'est que ça marche moins bien. En fait, il y a des cas, parce qu'il y a plusieurs use cases, mais c'est vrai que les use cases critiques, ils devraient avoir des transactions single document. Et le gros avantage d'une transaction sur un seul document, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ce retry. Parce que si on envoie un seul appel à la base de données, s'il y a un conflit, la base de données, elle peut le réessayer. C'est-à-dire, cette retry loop, elle le fait automatiquement avec un exponential back-off. Par contre, quand on fait une transaction explicite, où on dit je démarre, et je fais ci, et je fais ça, et il y a un conflit, la base de données, elle ne peut pas décider de tout rollbacker et refaire parce qu'elle ne sait pas ce que l'application a fait avec les résultats intermédiaires. En toute logique, elle n'a rien fait tant que ce n'était pas commité, mais elle a peut-être logué quelque chose écrit dans un fichier. Donc l'application, elle doit gérer le retry, et si elle a fait quelque chose de non transactionnel, elle doit aussi le compenser ou le corriger. Donc ça, c'est l'idée qu'il n'y a pas de transaction, que les transactions sont longues. Il y a une autre idée, c'est que les jointures sont longues, et ça, c'est un mythe qu'on entend dans les deux camps, c'est-à-dire MongoDB qui dit oui, on a des jointures, on peut faire des lookups, mais c'est pas conseillé, un peu comme les transactions. Et pour la même raison, c'est parce que s'il y a des données qui doivent toujours être jointes ensemble, il vaut mieux les avoir dans un seul document. Et inversement, MongoDB a aussi beaucoup promu le modèle document en disant ça évite de faire des jointures, les jointures elles sont longues à SQL, et quand on travaille sur les bases de données SQL, on va se dire, non, les jointures, c'est pas si long, j'en fais depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, l'effet qu'il y a derrière ça, c'est pas les jointures qui sont longues en elles-mêmes. Les bases de données sont optimisées, les bases de données relationnelles sont même plus optimisées pour les jointures parce qu'elles en font tout le temps. Ce qui peut paraître long, c'est qu'en fait, les jointures, elles amènent une complexité. Une complexité dans le code, on va écrire un select avec des jointures entre plusieurs tables, et une complexité dans un ORM, si on passe par un Object Relational Mapper, peut-être il va falloir définir comment se fait la jointure et dans quel sens, et aussi une complexité pour la base de données. Quand la base de données reçoit une requête qui fait une jointure entre 10 tables, la base de données elle va décider par laquelle je commence et comment je continue. Elle va essayer d'estimer le coût et pour choisir le meilleur, mais elle peut se tromper aussi. Donc plus il y a de complexité, plus il y a de risque d'avoir un mauvais plan d'exécution. Et le mauvais plan d'exécution, vu de l'utilisateur, ça va être que c'est lent. Par contre, si vous dites ça à un DBA qui bosse sur une base de données, il va vous dire non, c'est pas lent, parce qu'en fait, ta requête, elle lit des millions d'enregistrements, elle fait des jointures sur des millions d'enregistrements. Donc ma base, elle est rapide. C'est juste, le problème, c'est qu'il ne fallait pas lire le million d'enregistrements parce qu'il fallait peut-être démarrer par une table qui était plus sélective. Donc, cette idée que les jointures sont longues,
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que MongoDB est plutôt fait pour de l'OLTP, du transactionnel, où les transactions elles vont afficher quelque chose à l'écran. Donc si on affiche 10 ou 20 ou 30 lignes, faire la jointure entre 10 ou 20 ou 30 documents, ça sera jamais très lent, ça va prendre quelques millisecondes. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire la jointure sur des millions de documents. Mais de toute façon, à la fin, ils ne vont pas finir sur l'écran. Donc en gros, ce qui va être long, c'est de faire des jointures, par exemple pour aller chercher, on a un identifiant et on va chercher un libellé dans une autre collection, et puis à la fin on fait un group by qui va afficher juste une somme par pays ou autre chose. Faire la jointure avant ce group by, ben là ça va être super long. Il faut juste faire l'inverse. Il faut faire le group by sur l'ID du pays, par exemple, et puis après, avant de l'afficher, ben, on a 10 pays affichés, on va faire un lookup sur les 10 pays. Donc c'est la manière de le faire plutôt que la jointure en elle-même. Et l'idée du modèle document, c'est aussi de pouvoir mettre ensemble et stocker ensemble ce qui va être utilisé ensemble. L'exemple général, c'est on a une commande, il y a des lignes de commande, elle vient comme une seule commande avec les lignes, on l'affiche comme une seule commande avec des lignes, donc autant la stocker directement comme ça plutôt que la normaliser en plusieurs tables pour après faire une jointure. Après, on expliquera dans quel cas c'est intéressant de normaliser ou pas. Mais en gros, ce qu'on veut éviter, c'est pas toutes les jointures, c'est les jointures qui, par exemple, dans une base relationnelle, vous normalisez tout. D'avoir l'adresse d'un client, ça va déjà taper sur 4 ou 5 tables, parce que vous allez avoir le zip code d'un endroit, le pays, la ville, etc., si c'est vraiment normalisé. Et à la poste, peut-être que le système d'information a besoin de cette normalisation. Mais vous, si vous voulez juste l'adresse du client, l'adresse elle a déjà été validée par un autre service, vous voulez juste stocker l'adresse. Vous n'allez jamais interroger, interroger par différentes valeurs. Oui, mais il y aura des index, mais vous n'allez jamais faire juste quelque chose uniquement sur un code postal si vous gérez des commandes. Ok. Et une autre chose aussi que j'entends énormément, c'est des gens qui disent « mais moi, mes données, elles sont relationnelles, donc j'ai besoin d'une base relationnelle ». Et en fait, le relationnel, c'est une manière de représenter les données, ce n'est pas les données en elles-mêmes qui sont relationnelles ou pas, mais du fait qu'on est habitué à les mettre dans des bases relationnelles, ben on les voit comme relationnelles, on a l'impression que nos données sont relationnelles. Mais les données en elles-mêmes, elles peuvent être n'importe quoi. Déjà dans l'appli, elles vont être plus sous forme d'objets que sous forme relationnelle. Sur disque, elles vont finir de toute façon comme des octets, ça n'a rien de vraiment relationnel, etc. C'est pas vraiment les données elles-mêmes qui vont fixer le modèle, c'est la manière dont on va y accéder. Et une grosse différence sur laquelle on va revenir aussi, une grosse différence, les bases de données relationnelles ont été faites pour fournir une abstraction entre le modèle logique et le modèle physique. Le modèle physique, c'est la manière dont c'est stocké. Le modèle logique, c'est ce que voit l'application. Quand vous interrogez, quand vous faites une requête sur des tables, derrière, ça va sûrement aller lire des index pour aller plus vite au bon endroit dans la table. Mais le développeur, il ne nomme pas l'index en SQL, ni en MongoDB. Il y a des bases NoSQL sur lesquelles, si vous voulez passer par l'index, c'est le développeur qui doit dire « je dois passer par l'index ». Par exemple, DynamoDB, Cassandra, je pense. Donc, l'idée du SQL et du relationnel, c'était vraiment de fournir une abstraction totale où le développeur voit un modèle logique et ne se pose pas de questions sur comment c'est stocké, ni quels sont les différents accès. En théorie, vous travaillez sur une base de données, enfin vous faites votre code comme si ça va tourner tout seul et qu'il n'y a personne d'autre. C'est la base de données qui va se dire « Ah, attention, il y a un conflit, je pose un verrou, etc. » C'était l'idée de départ. En vérité, ce n'est pas tout à fait ça. On se retrouve à faire des select for update, par exemple, sur des bases SQL où on va poser des verrous, mais dans la norme SQL, il n'y avait même pas ça. D'ailleurs, dans la norme SQL, on ne parle même pas d'index. C'est un détail d'implémentation. Ce que a fait MongoDB, c'est pas comme des bases NoSQL qui refusent tout ça et qui disent on file toute la responsabilité sur le développeur. Le but, c'était de garder cette abstraction, mais uniquement quand ça ne pose pas de problème de performance ou scalabilité ou autre chose. Donc par exemple, pour les index, ils sont transparents,
Par contre, pour les jointures, c'est le développeur qui va dire dans quel ordre les faire. Donc il y a quelque chose de différent. Le développeur, sur MongoDB, a une meilleure idée de comment c'est stocké derrière. S'il enregistre ces données comme un document, derrière sur disque, ça va être un seul I/O pour aller le chercher. Donc il y a plus de contrôle, qui peut être un plus ou pas. Ça peut être sympa d'avoir une abstraction et de se dire, c'est pas mon souci, moi, c'est ma logique métier, mon souci, la base de données, elle est là pour se débrouiller. Sauf que ça marche souvent, mais après, quand il y a un problème de performance, là, on va aller regarder comment c'est vraiment stocké, plan d'exécution, etc. Et l'idée de MongoDB, c'est de donner un peu plus de responsabilité aux développeurs pour avoir un peu plus le contrôle là-dessus. Une chose différente, et j'anticipe sûrement sur la deuxième présentation après, une chose différente aussi, les bases de données relationnelles, elles n'ont pas été faites que pour s'y connecter à partir d'applications. Elles ont été faites au départ pour qu'un utilisateur final non programmeur puisse interroger la base de données. C'était vraiment l'idée du data scientist, il se connecte à la prod et il fait ses requêtes. Et du coup, si on fait ça, bien sûr, il faut centraliser beaucoup de choses dans la base de données parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'utilisateur qui ne connaît pas forcément le modèle de données. Aujourd'hui, en général, on y accède à la base de données à partir d'une application sur laquelle celui qui a fait le code connaît le modèle de données, sait ce qu'il met dedans, l'a testé, etc. Donc il y a aussi la manière de faire les applications qui ont évolué. Ok, et souvent ce que je me retrouve à expliquer à beaucoup de gens, c'est qu'ils ont l'impression que parce que leur base relationnelle, il y a relation dedans, ils pensent que c'est beaucoup plus riche pour des données qui ont des relations entre elles et toutes les données ont des liens. Sauf qu'en fait, le relation dans relationnel, en fait, c'est la table et c'est le sens mathématique de la relation. Et au contraire, la base de données relationnelle a très peu d'informations sur le type d'association entre différentes entités. Ça, c'est un exemple en UML où on a vraiment une description différente de plusieurs types d'associations. Association entre deux entités, ça peut être du polymorphisme, ça peut être une composition où il y a un parent exclusif, ça peut être un parent partagé, etc. Côté dev, on va traiter ça différemment. Côté relationnel, c'est tout le même. Ça va être une foreign key d'une table à une autre. De même qu'au niveau des cardinalités, dans une base de données relationnelle, quand vous avez une relation one-to-many, c'est exactement la même chose dans la base, si le many c'est 3 ou si c'est 1 million. S'il y a 3 tags sur un client ou s'il y a 10 000 commandes pour un client, dans la base de données relationnelle, on traite ça pareil. Parce que c'est agnostique de la manière dont l'application travaille. Alors que quand on regarde le modèle pour une application, on va sûrement stocker de manière différente et travailler de manière différente pour quelque chose où on sait, on a 2-3 tags là-dessus, on va mettre ça dans un tableau, où on a quelque chose qui peut vraiment évoluer et avoir 1000 commandes par an. Donc finalement, la richesse de ce qu'on modélise au niveau des relations, des associations entre entités, c'est pas plus fort dans une base relationnelle parce qu'au contraire, elle est faite pour faire cette abstraction par rapport à ça. Ok, donc aujourd'hui, on ne compare plus trop nos SQL à SQL. On se retrouve très souvent à comparer Postgres et MongoDB parce que c'est les deux bases qui sont devenues populaires dans chaque domaine. Alors les indices de popularité, par exemple Stack Overflow, qu'est-ce que préfèrent les développeurs? En premier Postgres aujourd'hui. Et pour les bases NoSQL, en premier, c'est MongoDB. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu les deux. Et je vais faire un bref historique des bases de données en 2 minutes. Sur des choses que j'ai déjà commencé à dire, mais plus pour préciser, quand les bases de données relationnelles ont été créées, l'idée c'était d'avoir une base centrale qui peut être utilisée par tout type d'application dans l'entreprise ou par des utilisateurs finaux, etc. Mais de centraliser les données. Parce qu'avant, les données, elles étaient éparpillées un petit peu partout. Et ça fonctionnait bien. Mais pour fonctionner bien, il fallait que toute la logique métier, les contraintes d'intégrité, etc. soient en base de données, puisque c'était le point central. Les applications ou les utilisateurs ne connaissaient pas forcément tout ça. Donc l'idée, c'était de centraliser.
Et il y avait non seulement le langage SQL, mais des langages procéduraux comme du PLSQL, où il y avait la logique métier. Il y a des tas d'applications qui tournent entièrement, genre des banques, où toute la logique business, elle est implémentée dans un langage propriétaire de la base de données. Et ça fonctionnait pas mal, jusqu'à ce qu'il y ait deux choses qui arrivent. Le client-serveur, c'est-à-dire qu'on a commencé à ne plus faire une application qu'on analyse pendant 6 mois et puis on délivre ça pour que ça tourne sur le serveur. On a commencé à pouvoir accéder à la base de données à partir de nos PC. Et chacun faisait sa petite appli. Et si la base de données centralisée a vraiment un modèle solide et les contraintes d'intégrité qu'il faut et tout, ça peut fonctionner. C'est pas facile à déployer, mais ça peut fonctionner. Mais tout d'un coup, il y a plus de liberté au niveau du développeur d'utiliser le langage de son choix et pas le langage qui est forcé par le serveur. Et donc, à ce moment-là, le langage du choix, c'était plutôt orienté objet. Et le modèle orienté objet, il est un peu différent du modèle relationnel. Et donc, il a fallu faire un mapping entre les deux. Et on se retrouve à avoir un ORM comme Hibernate. Et on se retrouve du coup à avoir deux modèles. On a un modèle en base de données relationnel, on a un modèle dans l'appli, objet. Et à chaque fois qu'on change l'un ou l'autre, il faut mettre à jour l'un ou l'autre et en plus tuner ce mapping, ce qui n'est pas évident parce que ce mapping, soit il va faire plein d'allers-retours à la base de données pour aller chercher les données une par une, ou soit il va aller chercher un gros paquet et peut-être trop. Et donc c'est à ce moment-là que des développeurs ont construit MongoDB. C'était vraiment partie des développeurs qui voulaient éviter ça et qui se disaient mais si au final tout ce qu'on fait dans notre appli, c'est on a des objets, on passe par un ORM pour mettre ça sur plusieurs tables, mais quand on l'interroge, on fait toujours la même jointure pour retrouver notre objet. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas directement l'objet dans la base de données? Et donc, c'était l'idée de MongoDB. Le document, en fait, c'est un objet, mais sans le code qu'il y a dans l'objet, sans les méthodes, en fait. C'est juste les données d'un objet, mais ça correspond à un objet avec toute la richesse de l'objet, où on peut avoir des tableaux, donc des relations one-to-many, plusieurs entités dans une seule en fait. Et puis tout ça a évolué et les deux ont marché bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve à avoir aussi du JSON dans les bases de données, dans Postgres, et à avoir des transactions et des choses qui étaient plus communes dans les bases relationnelles, à avoir aussi ça dans MongoDB. Donc aujourd'hui, on a les deux. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit beaucoup Postgres et MongoDB pour les nouvelles applis alors soit pour des nouvelles applis ou soit pour des vieilles applis monolithiques où on veut sortir de DB2, d'Oracle, etc. Mais c'est comme une nouvelle appli. Parce que même si tout le monde rêve de prendre son appli COBOL Oracle et de passer ça en Java Postgres, c'est pas magique, il n'y a pas d'outil magique pour faire ça. Donc au final, ça sera une nouvelle appli sur laquelle on va définir des services et réécrire, moderniser. Donc si Postgres est très populaire, c'est aussi parce que beaucoup d'entreprises veulent sortir de ce vendor lock-in auprès d'Oracle ou de DB2 parce que ça coûte cher, parce que l'agressivité commerciale de tout ça. Et Postgres, c'est l'opposé, c'est l'entière liberté. C'est pas fait par c'est une des seules bases de données qui n'est pas faite par une compagnie, une entreprise, c'est vraiment fait par une communauté. Et par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent du support ou des managed services. Donc c'est liberté totale. On n'est pas lié à un vendeur et on peut choisir le vendeur qu'on veut si on veut du support. Et côté MongoDB, si MongoDB, parmi toutes ces bases NoSQL, si MongoDB est devenu très populaire, ce modèle document, parce qu'il est beaucoup plus riche que de faire juste du clé-valeur ou des choses très, très précises. Et je pense aussi que MongoDB a fait très fort en termes de développeur expérience. Moi, je travaillais sur des bases SQL à ce moment-là, et autant je trouve que les bases de données SQL ont implémenté beaucoup de features, mais ont un peu négligé l'expérience développeur. Justement, les développeurs qui ont commencé à faire du client-serveur, à passer par des ORM. Moi, mes collègues DBA, ils étaient là à dire « Ah ouais, mais c'est la faute des développeurs, ils utilisent des ORM. » Bah ouais, mais on ne peut pas non plus écrire toutes les requêtes une par une et envoyer des requêtes en texte à la base de données. Donc, il faut bien passer par quelque chose. Alors que MongoDB, qui a été fait par des développeurs au début, c'était vraiment de quoi ont besoin les développeurs pour aller vite. S'il y a des nouveaux attributs dans un objet,
pas passer par rajouter des colonnes, faire un script de migration, synchroniser ça avec plusieurs équipes, demander au DBA s'il veut bien le passer, faire un arrêt parce que ça bloque tout, etc. Donc voilà. Et encore, en revenant de l'historique, mais c'est un petit peu la même idée, Postgres, un avantage aussi, Postgres a été fait pour gérer des objets complexes. C'était vraiment une deuxième génération au-dessus du relationnel. L'idée de Postgres, c'était de pouvoir gérer plus que du traditionnel relationnel. Et par exemple, très vite, Postgres a été une des premières bases de données à avoir des types de données spatiales. Donc pour gérer des objets de type spéciaux, la première chose qu'a fait Postgres, c'est d'être très extensible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'extensions et tout est fait pour pouvoir intégrer des nouveaux types d'index parce qu'un nouvel objet peut avoir besoin d'autres types d'index. Par contre, très vite, quand on gère des objets complexes, ils sont un peu plus gros et Postgres travaille sur des tailles de blocs fixes. Donc Postgres a rajouté Toast, qui est une méthode pour stocker des choses qui ne logent pas dans un bloc en fait. Puis, quand on a des objets complexes, on veut aussi pouvoir indexer des champs, par exemple, de ces objets. Donc, Postgres a rajouté les index GIN. C'est General Inverted Index. Le General, ça veut dire que ça n'a pas été fait pour une utilisation particulière. C'est vraiment un index de manière générale pour n'importe quel objet sur lequel il y a plusieurs entrées d'index pour un objet. De manière générale, un index, il y a une entrée pour une ligne, mais quand on a un objet complexe, on a peut-être plusieurs champs, etc. Et ensuite, parce que JSON est devenu populaire aussi, Postgres a rajouté des fonctionnalités JSON. Donc aujourd'hui, il y a tout ça, mais il faut garder à l'esprit que tout a été rajouté les uns au-dessus des autres. Toast, la méthode qui permet de stocker un objet large, plus large qu'un bloc, Toast n'a jamais été optimisé pour du JSON, n'a jamais été optimisé pour du document. Les index GIN, ils sont utilisés pour tous les types d'objets, par exemple en spatial, ça peut être utilisé. Ça n'a jamais été optimisé pour les besoins spécifiques de JSON, et c'est volontaire, ça se veut être générique. Alors que MongoDB a commencé tout de suite par se dire, notre but c'est de faire du document, c'est de faire du JSON. Et sans même penser au stockage derrière, il y a directement l'application qui envoie du JSON dans la base de données. Et c'est ensuite que MongoDB a acquis WriteTiger, qui est le moteur de stockage qui est utilisé aujourd'hui, mais ce n'est pas uniquement acquérir un moteur de stockage, c'est acquérir les experts base de données au niveau stockage derrière. Donc il y a vraiment ces deux idées. Un premier, c'est on fait une base de données robuste pour stocker un petit peu tout, et puis au-dessus, on rajoute JSON. L'autre, c'est vraiment, on veut faire du JSON, et puis on a besoin de rajouter des transactions, de la haute dispo, etc. Donc, on optimise ça derrière. Tout ça pour dire que cet ancien arbre de décision qu'on avait avant par rapport au type de données, aujourd'hui, c'est pas ça que je conseillerais plutôt. Si quelqu'un demande j'ai des nouvelles applis, je voudrais tester MongoDB, laquelle est la mieux pour utiliser MongoDB, ça va pas être par rapport au type de données lui-même. Bon, la première chose, c'est que ça va être plus sur de l'OLTP du transactionnel. C'est pas fait pour de l'analytique. Bien sûr, sur des applis OLTP, il y a toujours des requêtes analytiques et il y a beaucoup de fonctionnalités là-dessus, mais pour faire un data warehouse, c'est plutôt une approche columnar qu'il va vous falloir, et c'est le contraire de ligne, et c'est le contraire de document. Mais quand on est sur du transactionnel, MongoDB fait du sens, mais alors là c'est le but de la deuxième présentation, MongoDB fait du sens quand on part de l'application, quand on a un modèle dans l'application. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce mode, je crée un modèle de données qui peut être utilisé par n'importe quelle application. Donc c'est plus la manière de développer que les données elles-mêmes. Et puis gardez à l'esprit que même si on gère très bien les transactions, etc., MongoDB est optimisé pour des transactions courtes. Sur toutes les bases de données, c'est pas terrible de faire des transactions longues, de dire begin transaction et pendant des heures d'insérer des infos, de faire des updates, des deletes, etc., qui durent des heures. Ça va être compliqué sur toutes les bases de données. Ça va être pire sur MongoDB parce que c'est vraiment optimisé pour des transactions courtes. C'est aussi le but du verrou optimiste par rapport au verrou pessimiste.
on n'attend pas, on rejoue parce qu'on a des transactions courtes. Forcément, quand on a une transaction qui dure des heures, on préfère attendre un petit peu plutôt que de repartir à zéro. Donc il y a vraiment ces deux idées. Je regarde un petit peu où on en est par rapport au temps, c'est bon. Parmi vous qui connaissez bien les bases SQL, Postgres ou les bases de données en général? Bien. Si je montre des plans d'exécution Postgres, ça vous parle? Vous en avez jamais vu ou ça vous intéresse ou ça... Ouais. Alors, après on va parler du modèle document par rapport au modèle relationnel. Aujourd'hui, si on veut essayer de convaincre des gens de regarder un peu plus MongoDB pour certaines applications, on va commencer par montrer l'avantage du modèle document par rapport au modèle relationnel. Ça, c'est la deuxième partie. Mais après, très vite, il y en a qui vont dire moi, sur Postgres, je suis dans ma zone de confort. Alors, OK, tu m'as convaincu, je vais faire du document, mais du coup, je vais faire du JSON sur Postgres. Et donc là, le but, c'est juste de montrer plus techniquement, au niveau de l'implémentation, qu'est-ce qui est différent? Et ça vient de ce qu'on a vu avant, c'est qu'il y a des optimisations qui ont été faites pour les documents dans MongoDB et des optimisations qui ont été faites de manière plus générale dans Postgres. Mais c'est surtout pour dire que on voit beaucoup, sur Twitter, Reddit et partout où on trouve des grands experts, des gens qui vont dire aujourd'hui il n'y a plus besoin de MongoDB, en fait on prend Postgres, on met une colonne ID, on met une colonne JSON et boum, on a une base de données de documents. Et donc, oui, en apparence, oui, il y a des différences quand même. Et quand il y a des différences, je vais pas vous dire que ça marche pas, mais il y aura des limites. Et donc, on va partir de cette idée. Voilà, on crée une table avec juste cette ID et data qui est un JSON, et puis on appelle la table MongoDB, et hop, on n'a plus besoin de MongoDB. Donc, la première chose, c'est que déjà, il faut créer une table pour ça, même si on crée une table où on met tout. Et moi, quand j'ai discuté avec les collègues MongoDB qui étaient là depuis le début, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, la première raison, le premier développeur qui a voulu faire une autre base de données, sa première raison, c'était même pas de stocker des documents, c'était j'en ai marre d'aller sur la base de données pour dire que je rajoute un nouvel attribut avant de rajouter mon nouvel attribut. Et ça paraît bête, mais si on se met à la place du développeur, c'est ce switch de contexte de dire je suis dans mon environnement IDE Java, je rajoute un attribut, je le rajoute là, je veux le tester, j'ai pas envie d'aller sur une autre fenêtre, un autre IDE, un autre langage que je connais peut-être moins bien pour dire à la base de données attention, je vais rajouter un nom de pays là-dedans, alors qu'il a déjà fait dans son appli. Donc rien que ce switch de contexte, rien que le fait de devoir déclarer quelque chose avant, déjà c'est pas dans l'esprit de MongoDB. Rien que de faire ce create table. Et pour prendre un exemple, je prends une base vide MongoDB, j'ai 0 collection dedans, je fais un insert d'un nouveau document et il y a une collection qui est là en fait. Première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quand même pas bien compliqué de le déclarer avant. Ouais, mais quand on y pense, le déclarer avant. Quand on itère après, on se pose la question, on a le modèle dans l'appli, on a le modèle dans la base de données par lequel on commence. Est-ce qu'on va générer du top-down à partir de notre ORM? Est-ce qu'on va générer le DDL pour la base SQL? Et est-ce que cette génération, elle va générer les alters pour ajouter des colonnes? Et puis il va falloir se poser des questions. Quand on va le faire en prod, il va falloir avoir un script de migration. Et suivant ce qu'on fait, on peut tout bloquer ou pas. C'est-à-dire qu'on peut rajouter une colonne et ça va être rapide, ou on peut changer le type du colonne et là ça va tout bloquer parce que ça va tout réécrire sur une table qui a des millions d'enregistrements. Donc ce qui paraît simple parce que c'est juste une commande, ça demande quand même un petit peu de travail derrière. Donc la première chose c'était de ne pas avoir ce create table. Mais sinon plus important, le fait d'avoir des documents et de garder ces documents stockés ensemble. Et ça, c'est quelque chose que l'on perd si on stocke le document dans Postgres, parce qu'il y a ce toast qui va le séparer dans plusieurs blocs, parce que Postgres doit séparer dans plusieurs blocs. Et pour illustrer ça, j'ai chargé donc dans MongoDB avec Mongo Import des documents random de 10 mégas. Et mon conseil, c'est pas d'avoir des documents de 10 mégas, ça passe, mais c'est un petit peu gros. Mais
pour pousser à la caricature, j'insère des documents de 10 mégas et je trace au niveau Linux les appels système, les I/O que je fais, et je vois des I/O de 10 mégas. Parce que ce que l'utilisateur envoie, au final, sur toutes les couches jusqu'au disque, ça va garder la même granularité. Ce qui est super important, parce que pour l'utilisateur, il écrit quelque chose, donc dans sa tête, si ça doit aller sur disque, c'est un seul I/O. En termes pour imaginer les performances. Sur Postgres, si je fais la même chose, donc j'importe des documents de 10 mégas dans cette table que j'ai appelée MongoDB, dans laquelle il y a du JSON. Derrière, je trace les I/O, c'est des I/O de 8K. Donc plein d'I/O random. Et forcément, si on a des documents larges, c'est plus long. Sur du cloud, on va avoir des limites en IOPS, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours le rencontrer, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'applications qui ont des documents très larges, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même ce niveau d'abstraction qui a un côté sympa. Le développeur n'a pas à se poser de questions sur comment c'est stocké physiquement. Mais par contre, si le développeur veut avoir une idée des performances, ben là, on a besoin de savoir un peu comment c'est stocké derrière. Et en fait, pour illustrer aussi ça, l'idée de mettre dans des documents, c'est d'avoir une seule table, d'éviter les jointures. Et en fait, si je crée cette table avec juste un ID et un JSON, et si je regarde dans le dictionnaire de ma base de données, dans le catalogue, qu'est-ce qui a été créé par ça, en vérité, j'ai 2 tables, des heap tables, et j'ai 2 index. Donc je voulais, au départ, faire plus simple et avoir une seule table. Déjà, j'en ai 2. Pardon. Donc ces 2, si on regarde le détail, c'est déjà les lignes dans Postgres, elles vont aller dans une heap table, c'est une table où les lignes peuvent aller n'importe où. Et puis comme il y a un ID, il y a un index sur la clé primaire, donc il y a un index en plus de ça, parce que Postgres ne stocke pas directement les lignes dans l'index comme le fait MySQL par exemple. Et puis parce qu'un document peut être plus large qu'un bloc, il est stocké ailleurs, il est toasté, c'est cette méthode qui va le découper en plusieurs petits morceaux, et ces plusieurs petits morceaux, ils vont aller dans une autre table, et il va falloir les identifier, donc ils ont aussi un index. Donc au final, quand je vais lire, là où je m'attends à lire un seul document justement pour éviter les jointures, en fait, de manière interne, il y a l'équivalent d'une jointure qui va aller voir tous ces chunks pour les recoller derrière. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un problème, mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'a été fait MongoDB. Donc on peut stocker des documents, mais on ne les stocke pas de la manière dont on veut faire dans une base documents si on les stocke dans du JSON. Et puis, il y a des grosses différences au niveau des index. Pour les index sur du JSON où il peut y avoir des tableaux avec des sous-objets, etc., il faut ce type d'index particulier, ce gene index, qui a cet avantage, il peut indexer ça, donc c'est bien, mais par contre, il n'a pas les mêmes possibilités que les autres index. Les index, en général, c'est utilisé pour trouver directement une valeur, ou une plage de valeurs, un range, ou pour avoir des données triées. Et le gene index, il marche très bien pour une égalité, mais il ne va pas travailler sur un range ou sur un sort. Donc, on perd des fonctionnalités quand on le met dans du JSON, alors que MongoDB, dès le départ, a indexé pour indexer des documents et a un multi-key index qui peut permettre de faire du range ou du sort sans problème. Sur Postgres, vous allez vous poser la question si vous devez indexer quelque chose qui n'est pas sous un tableau, donc a toujours qu'une seule valeur. Du coup, vous pouvez utiliser un expression index qui va avoir le chemin dans le JSON, qui va avoir plus de possibilités, mais du coup, vous devez vous poser des questions, quel index va bien. Sur MongoDB, en fait, dans un champ, vu qu'on ne déclare pas un schéma, dans un champ, il peut y avoir aussi bien une valeur scalaire qu'un tableau de plusieurs. Et les index, ils marchent pareil, et les requêtes, elles marchent pareil. Bon, il y a une sémantique derrière, c'est-à-dire que si je fais égal et que c'est un tableau, il suffit qu'il y en ait un qui soit égal et c'est bon. Si je veux le trier, ça va le trier par rapport au minimum ou au maximum du tableau, donc il y a une sémantique derrière, mais tout fonctionne, que ça soit un tableau, donc plusieurs valeurs ou une seule. Sur Postgres, ça va être séparé. Il faut savoir comment est-ce qu'on va l'indexer, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Ok, et donc pour prendre un exemple,
sur Postgres, j'utilise du JSON-B. Donc là, c'est une autre idée, c'est je stocke des commandes avec des lignes de commandes et je me dis justement, au lieu de normaliser sur 2 tables, je les stocke ensemble. Et c'est plutôt une bonne idée. L'idée d'avoir une table ID et JSON, c'est pas terrible, mais ça, on peut mixer les deux. C'est l'avantage sur Postgres avec JSON, c'est qu'on peut se dire, j'ai mes attributs de la commande et par contre, les lignes de commande, je les mets dans un JSON. Mais si je regarde des requêtes un peu plus complexes, mais qu'on retrouve dans tous les applis, du genre, celle-là, elle va chercher les 10 dernières commandes, c'est le limit 10, dernière triée par date de création, et j'ai un filtre sur le pays et un filtre sur le produit. Donc le pays, il est au niveau en tête de commande, le produit, il est dans les lignes de commande. Donc je combine des filtres sur des parties qui sont en en-tête et des parties qui sont dans un tableau. Et ça, sur Postgres, comment est-ce qu'on va indexer ça? Je peux indexer sur le pays. Il n'y a pas de problème parce que c'est une colonne en elle-même. Mais si je regarde le plan d'exécution, je vais voir dans index condition que j'ai bien utilisé l'index pour le pays, mais après, on a lu beaucoup de choses et il va être filtré après. C'est le filter. Et le rows removed, ça veut dire qu'on a lu des choses qui vont être enlevées pour le résultat, donc c'est pas optimal. On ne peut pas indexer directement le produit avec un index normal parce que il est sous un tableau. Il y en a plusieurs. Donc ça, on ne peut pas créer un index comme ça. On doit créer un gene index. Mais du coup, le gene index, il va être combiné. On va voir un bitmap index scan sur le pays avec le premier index que j'avais créé sur le pays, et puis un deuxième qui va utiliser le gene index, mais ça doit être combiné, et vous voyez encore des rows removed by index recheck, c'est-à-dire que Postgres, il va essayer d'utiliser les deux, mais à la fin, il va lire trop de choses et devoir en éliminer. Et là, je passe à la même chose sur MongoDB. Sur MongoDB, ça c'est le même type de requête, donc avec un filtre sur le pays, un filtre sur le produit qui est dans les lignes de commande, un sort pour faire mon order by sur la date de création et un limit 10 pour aller chercher juste les 10 dernières. Donc ça c'est l'équivalent de la requête qu'on avait. Mais pour ça, sur MongoDB, je peux créer un index juste en disant sur pays, sur produit et sur date de création. Et cet index va être utilisé pour aller trouver directement les 10, parce que l'index multi-key peut permettre de faire tout ça. Et ce que je montre à gauche, c'est que je l'ai testé. Il y a plusieurs bases de données SQL qui font une émulation MongoDB au-dessus. AWS a un document DB. Derrière, ils l'ont jamais avoué officiellement, mais on sait que c'est du Postgres qu'il y a derrière. Microsoft Cosmos DB, c'est aussi du Postgres qu'il y a derrière. Il y a FerretDB, enfin il y en a plusieurs. Il y a Oracle aussi qui a fait une émulation MongoDB sur la base Oracle. Aucune de toutes ces bases, même si elles offrent l'API MongoDB, c'est-à-dire qu'on peut créer cet index, on peut faire cette requête, mais aucune ne va utiliser cet index de la même manière parce que ça n'a pas été fait pour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'implémenter, mais pour le moment, il y a beaucoup plus de possibilités d'indexation sur MongoDB. Ok. Je vais passer peut-être vite fait sur le reste. Juste, ça c'était vraiment le côté développeur, mais pour mentionner côté opération aussi, des différences. MongoDB a été créé beaucoup plus tard que Postgres, à une époque où la haute dispo c'est indispensable et donc la haute dispo elle est dedans. Sur Postgres, la haute dispo elle n'est pas dedans. Il faut avoir plusieurs bases, les mettre en synchro et avoir tout un tas d'automation autour pour faire un failover, vérifier qu'on ne perd pas des transactions, etc. Et juste pour illustrer ça, une discussion entre contributeurs Postgres où justement ils discutaient, est-ce qu'on doit mettre la haute dispo dans Postgres ou est-ce que ça doit être un outil autour? Il y a toujours des discussions comme ça, pas mettre trop de choses dans le produit, plutôt avoir des extensions. Et il y a quelqu'un qui disait, mais moi j'ai bossé dans une boîte, j'avais des collègues qui bossaient sur MongoDB, en fait ils n'ont jamais aucun problème. Pourquoi? Parce que ça a été mis comme ça, donc il n'y a rien à configurer, enfin il n'y a pas rien, mais il n'y a pas grand-chose à configurer pour que ça fonctionne, et ça c'est quand même un avantage de la haute dispo. Et aussi une grosse différence,
sur les bases SQL, les drivers, ils font vraiment pas grand-chose en fait. Le JDBC, il prend votre texte SQL, donc une chaîne de caractères, il envoie à la base de données et il reçoit un format tabulaire du résultat, ou peut-être si on a fait des jointures sur du one-to-many, peut-être qu'il va falloir dédupliquer des choses, etc. Quand on regarde les drivers MongoDB, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais venant du monde SQL, j'étais impressionné de voir tout ce qui a été mis dans les drivers, c'est-à-dire tout ce qui peut être côté application, au lieu d'être centralisé en base de données, a été mis côté application. Mais MongoDB a été fait à une époque où on a des application servers, là où les bases SQL ont été faites à une époque où tout était centralisé dans la base de données. Mais oui, des choses comme l'encryption, comme même recevoir le JSON, il est déjà reçu compressé côté client, et le driver peut le comprendre. Connection pooling aussi, c'est un problème sur Postgres. Il faut mettre un proxy devant pour pas avoir trop de connexions qui vont saturer la base, etc. Ok, donc ça c'est tout pour la première partie. Je pense qu'on est quasi bon au niveau du temps. La deuxième partie, ça sera plus sur la modélisation. Je reviendrai sur le relationnel et les documents. Et on fait une petite pause au milieu, mais si vous avez des questions, dites-moi. Merci.